Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. La Chambre souhaite maintenant laisser la parole à la défense de Ieng Sary pour la suite de son interrogatoire du témoin. Vous avez la parole. Mr. President, Maître Pesman. Monsieur le Président, pourrais-je prendre 2 minutes de votre temps? Le Président. Non. La parole est à la défense de Ieng Sary. Le Président. Monsieur le Conseil de Nuon Chea, si vous souhaitez vous exprimer, vous pouvez présenter votre demande par écrit et la présenter à la Chambre par ce moyen. Vous n'avez pas la parole. Le temps qui vous avait été alloué est déjà écoulé. Vous pouvez présenter par écrit ce que vous souhaitez dire à la Chambre maintenant. Maître Angoudom. Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur le témoin. Nous allons poursuivre votre interrogatoire. Ce matin, j'ai fait référence à votre déclaration dans laquelle vous mentionniez les décisions de l'échelon supérieur concernant l'arrestation de diplomates. J'aimerais maintenant vous poser la question suivante. Quels renseignements avez-vous obtenus qui vous ont fait croire que des hauts dirigeants participaient à des réunions? Sur quel type d'informations fondez-vous cette supposition? Réponse. Je n'ai reçu aucun renseignement concret à ce sujet. Question. Avez-vous reçu des informations concrètes concernant les communications entre les hauts dirigeants? Des renseignements qui prouveraient que ces personnes aient participé à des réunions? Réponse. Je dois vous donner la même réponse. Je ne sais pas. Parmi les dirigeants, je ne sais pas qui a participé à des réunions. Question.
votre déclaration, vous dites que vous avez obtenu ces renseignements dans le cadre de votre travail. Pouvez-vous nous dire si, justement dans le cadre de vos activités à l'époque, vous aviez été au fait des sujets à l'ordre du jour de ces réunions? Le président. Vous n'avez pas à répondre à cette question, monsieur le témoin. Vous avez déjà indiqué que vous n'aviez aucune connaissance. Comment pourriez-vous savoir quoi que ce soit par rapport à l'ordre du jour de ces réunions? Maître Angoudon. Merci, monsieur le président. Avez-vous obtenu des informations directement qui portaient sur le lieu où se tenaient ces réunions auxquelles participeraient des hauts dirigeants? Réponse. Les décisions, les réunions et le déroulement de ces réunions ont déjà été couvertes dans mes déclarations précédentes et il s'agissait du ressort des hauts dirigeants. Maître Angoudon, je n'ai plus d'autres questions pour le témoin. Je vous remercie, monsieur le témoin, je remercie la Chambre et je vous souhaite bonne chance. Merci, monsieur le président. Le président. Merci. La défense, la parole est maintenant à la défense de Kyo Sampan. L'interprète signale que les micros sont allumés, mais que le son ne parvient pas. Le président. Maître, veuillez reprendre, car nous n'avons pas entendu votre déclaration précédente. Maître Kong Som-on. Merci, monsieur le président. Bon après-midi, monsieur Ni Khan. Je m'appelle Kong Som-on. Je représente Kyo Sampan. J'ai quelques questions à vous poser cet après-midi à propos de votre déposition devant la Chambre. J'aimerais d'abord savoir si vous avez d'autres noms à part Ni Khan. Réponse. J'ai 3 noms. Khan, Ken et Sad. Question. Pouvez-vous nous épeler en khmer Ken et Sad? Réponse. Oui. Khan s'écrit K-A-N en alphabet romain. Khan K-A-N et Sad S-A-T-H.
Question. Avez-vous utilisé plus fréquemment ces noms que vous venez de nous épeler? Réponse. Le nom que j'utilise le plus fréquemment était Khan et Kun. Question. Qu'en est-il de Sat? Les gens vous connaissent-ils sous le nom de Sat? Réponse. Oui, mais seulement quelques personnes. Question. Avez-vous déjà signé des documents officiels avec des noms autres que Khan et Kun? Réponse. Non. Jamais. Je n'ai pas signé de documents par d'autres noms que Khan. Question. Vous avez répété plusieurs fois lors de votre déposition devant cette chambre le principe du secret sous le Cambodge démocratique. Pouvez-vous nous expliquer quelle formation vous avez reçue pour garantir que vous gardiez le secret? Réponse. Pouvez-vous répéter votre question? Question. À propos du secret. Pouvez-vous nous dire quel type de formation vous avez reçu où l'on vous aurait enseigné à garder le secret? Réponse. Nous avons reçu des formations sur les façons de garantir le secret. Et on nous a dit qu'il fallait garder le secret. Le secret étant bien sûr la confidentialité des affaires internes. Tout ce qui avait à voir avec le travail interne. Et chaque échelon devait respecter un certain niveau de secret. Donc, les gens occupant des postes à différents échelons devaient garder le secret à leur poste respectif. Et nous avions plusieurs slogans que l'on nous répétait à ce sujet. Je ne m'en souviens pas bien. Je me souviens d'un slogan qui allait comme suit. Il ne faut s'occuper que de ses affaires. Donc, on ne connaît que ses propres affaires, on ne s'occupe pas des affaires des autres. Et il ne fallait pas chercher à en savoir sur les affaires des autres. C'était le slogan que l'on nous répétait à l'époque et dont je me souviens bien. Cela faisait partie des instructions que l'on nous avait données. J'ai reçu ces instructions et, à mon tour, je les ai enseignées aux personnes concernées pendant mes activités, toujours dans le respect de cette hiérarchie. Question. Et si quelqu'un
trahissez le secret. Que leur arriva-t-il? Réponse. Oui, il y avait une procédure pendant les séances d'autocritique. Il fallait faire sa propre critique pour voir si les gens pouvaient justement garder les secrets. Cela faisait partie des compétences de chaque individu. Lors de ces séances, les gens étaient critiqués, se reprend l'interprète, et on leur disait qu'il ne fallait pas commettre les erreurs à nouveau s'ils en avaient commises. Question. Et vous, sous le Kampuchea démocratique, pouvez-vous nous dire si vous avez réussi à garder les secrets et dans quelle mesure? Réponse. J'ai suivi les instructions qui m'étaient données. J'ai été conscient de ce qui était bon, ce qui était mal, et j'ai suivi ces principes. Question. Dans le cadre de votre travail, avez-vous déjà violé le principe de confidentialité sous le régime? Réponse. D'après mes souvenirs, je n'ai jamais violé le principe. Maître Kongsamon, je vous remercie. J'ai une autre question à vous poser à propos du document qu'on vous a déjà montré. Il s'agit du document D91/21 à la page numéro 3. Avec l'autorisation du président, j'aimerais que l'on affiche à l'écran le document en question. Le président. Oui, je vous en prie. Le RN en Khmer est 00204129. En français, 0052 93 40. Et en anglais, 0022 36 26. Monsieur le témoin, voyez-vous le document?
លោកអាចអានភាសាខ្មែរ Pourriez-vous lire le passage en khmer? Pouvez-vous... Êtes-vous capable de lire ce qui est à l'écran? Sinon, j'ai une copie papier que je peux vous remettre. Réponse. Oui, j'arrive à lire sur l'écran. Trong J'aimerais...សូមអធិស្ឋានស្រ័យលោកប្រធានដោយសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំបាទអត់មានភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធ Maître Kongsom-on, je regrette, Monsieur le Président, mon ordinateur n'était pas connecté au système. Ne me permettant pas de lire le passage, je peux maintenant vous lire le passage qui est au bas de la page. La dernière question qui est posée, ou le dernier paragraphe. Vous voyez à la 4e ligne, où il est écrit NK. J'aimerais lire à voix haute. Vous avez dit, je cite, « Je connaissais très bien M. Ieng Sari. Quant à Kyo Sampan, Ieng Tirit et Nuon Chea, je les connaissais aussi, parce qu'ils faisaient partie de l'échelon supérieur. Que voulez-vous dire par échelon supérieur? Réponse. Oui, j'aimerais expliquer. Échelon supérieur, c'est du vernaculaire. Quand on parlait, on disait échelon supérieur. D'autres fois, on disait le niveau supérieur. Et cela fait référence aux dirigeants, aux hauts dirigeants. Maître Kongsom-on, je vous remercie. Y avait-il une relation quelconque ou un lien entre l'échelon supérieur et vous et votre travail, ou n'y avait-il aucune communication? Réponse. Cet échelon supérieur auquel je fais référence dans mon audition, je faisais ici référence aux dirigeants.
dans chaque section, il y avait aussi des hauts placés, mais cela dépendait de langage qu'ils employaient. Quand ici je parle d'échelon supérieur, je parlais de l'échelon suprême. Question. Est-il juste de dire que cet échelon supérieur n'avait rien à voir avec la supervision directe de votre unité? Réponse. J'aimerais être précis, peut-être n'ai-je pas été assez clair. Ici, échelon supérieur fait référence aux personnes dont le nom est cité dans ma déclaration. Maître Kongsmo, je vous remercie. Connaissez-vous, avez-vous connu personnellement Khieu Samphan sous le Kampuchea démocratique? Le connaissiez-vous en personne? Pendant le régime et après? Réponse. Je n'ai jamais connu Khieu Samphan personnellement. Je savais qu'il était, ou je l'ai connu comme le dirigeant qui participait à des événements, à des réunions auxquelles j'avais participé aussi, mais nous n'étions pas proches. Question. Khieu Samphan vous a-t-il déjà donné des ordres ou des instructions pendant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Non. Je n'ai reçu aucun ordre directement de sa part, car nos tâches étaient différentes. Je travaillais au ministère, j'aurais donc reçu des ordres du ministère et du ministère seulement. La défense. J'aimerais vous demander une précision concernant le procès verbal d'audition, le document D91/22. À la page 2, ERN en Khmer 0020 41 32. Je demande à la Chambre l'autorisation de projeter ce document à l'écran. Le Président, l'assistant est prié de projeter ce document à l'écran. La défense. Monsieur Nikon. Pourriez-vous vous référer à la ligne qui est soulignée à l'écran?
Dans cette partie du procès verbal d'audition, l'avocat de Ieng Sary a posé une question qui s'avère pertinente ici. Je vais vous demander une précision. Pourriez-vous lire à la Chambre cette partie de l'audition? Réponse. Je vais m'efforcer de le lire. Si ce n'est pas la partie qui vous intéresse, je m'en excuse d'avance. Quant aux arrestations et quant aux mutations des ambassadeurs, cela relevait des décisions de la hiérarchie. La hiérarchie, c'était les dirigeants haut placés. Homme Pol Pot alias le vieux Bol, Nuon Chea alias le vieux Nuon, Ieng Sary alias le vieux Van et Khieu Samphan. Je n'ai jamais rencontré ces messieurs auparavant. La défense. Je vous remercie. J'aurais souhaité que vous lisiez aussi une autre phrase qui précède cet extrait et qui mentionne l'arrestation de ces diplomates. Ce n'est pas nécessaire de le relire. Ici, d'après votre témoignage précédent, il s'agit d'une décision de la hiérarchie. Vous n'avez pas participé à la prise de décision. Vous n'avez reçu aucun rapport ni aucune instruction provenant de l'échelon supérieur. C'est ce que vous avez répondu tout à l'heure à la question de la défense de Ieng Sary. Ma question est donc, en répondant ainsi que la décision relevée de l'échelon supérieur, sur quoi vous basez-vous? Réponse. Ma réponse est basée sur le fait qu'il s'agissait d'une pratique fréquente. Tout d'abord, au sujet des arrestations des diplomates du ministère des Affaires étrangères, permettez-moi de dresser le contexte. Lorsque je suis arrivée au ministère des Affaires étrangères, il y avait une organisation qui était déjà en place. J'ai été transférée et rattachée à un service. J'étais en quelque part envoyée en mission et placée donc dans ces fonctions. La structure, l'organisation existait déjà. Ensuite, lorsque je suis arrivée au ministère, je ne connaissais pas ces personnes, ces diplomates qui ont été arrêtés. Ce n'est que lorsque le bureau des co-juges d'instruction m'a interrogée que j'ai répondu que je ne connaissais pas cette décision. Je n'étais pas au courant, donc je ne pouvais pas dire que je le connaissais.
dans ma déposition ce matin, j'ai indiqué que les décisions au niveau politique relevaient des affaires internes du parti et étaient décidées par les dirigeants. Je ne connaissais même pas les dates des réunions. Si vous insistez sur les sujets abordés ou les points à l'ordre du jour de ces réunions, je n'étais pas au courant. Si vous voulez savoir sur quoi je me base pour répondre à cette question, sur quoi je me suis basée, c'est simplement parce qu'il s'agissait de la pratique courante. La défense. Pour résumer ce que vous venez de nous dire, sur la base de votre compréhension globale des circonstances qui existaient à l'époque, cette décision devait forcément être prise par les membres de l'échelon supérieur. Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui, à ma connaissance, c'est exact. La défense. Vous avez décrit certains membres de la classe dirigeante. Est-ce que vous saviez comment ces gens travaillaient ensemble ou vous n'en avez aucune connaissance? Réponse. Non, je ne le savais pas. La défense. Merci. Donc, votre témoignage auprès du bureau des co-juges d'instruction, tel qu'il est reflété dans ce document, n'est que spéculation. Est-ce que c'est exact? Le président, le co-procureur international, vous avez la parole. Monsieur le Président, nous nous trouvons dans la même situation que tout à l'heure lorsque le Conseil national de l'accusé Ieng Sary avait posé la même question pour arriver à la même conclusion qu'il souhaitait faire dire aux témoins. C'est une question orientée. Merci, Monsieur le Président. Le président, je vous remercie. L'objection de l'accusation est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à la dernière question posée par la défense de Khieu Samphan. Il s'agit d'une question orientée. La défense. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Le président, l'avocat national de Khieu Samphan, vous avez la parole. Bonjour d'abord, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Chambre. Bonjour à l'ensemble des parties et bonjour Monsieur le témoin. Je m'appelle Anta Guissé et je suis un des co-avocats internationaux de Monsieur Khieu Samphan et c'est à ce titre que je vais vous poser les dernières questions de cet après-midi. Je voudrais vous rappeler que nous sommes interprétés. S'il y avait une quelconque difficulté
dans la compréhension de mes questions, n'hésitez pas à me demander de clarifier. Je voudrais faire tout d'abord un petit retour en arrière sur votre parcours. Quelle était la profession de vos parents ? Réponse. Mes parents étaient des agriculteurs. C'était des fermiers. Et vous diriez, monsieur le témoin, que c'était des fermiers de quelles conditions? C'était des gens qui étaient propriétaires de leurs terres ou c'était des fermiers d'origine plutôt modeste? Réponse. Mes parents étaient des paysans de la classe moyenne. Nous avions 2 paires de bœufs et nous étions propriétaires de quelques terres agricoles. Je ne m'en souviens pas de toutes ces terres. Vous avez indiqué que, à l'âge de 15 ans, vous êtes parti pour étudier à Phnom Penh. Est-ce que vous avez vécu en compagnie de vos parents dans le milieu paysan jusqu'à l'âge de 15 ans? C'est ce que je dois comprendre? Réponse. Après être partie de chez mes parents, je suis venue habiter avec mon frère, mon autre frère qui s'appelait Nichum. À l'époque, il était également enseignant. Vous avez indiqué lors de votre déposition que vous avez été enseignant à Siem Reap. À quels enfants enseignez-vous? Je veux dire, de quel milieu était-il? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question qui n'est pas pertinente. Monsieur le Président, cette question est pertinente. Je m'explique. Dans le cadre de ces interrogatoires, je ne peux pas poser de questions directives. Donc il faut bien que je pose le chemin de mes questions pour arriver au point qui m'intéresse. Et je demande à la Chambre un petit peu de patience pour comprendre pourquoi je pose cette ligne de questionnement. Le président, la Chambre a déjà pris sa décision. Poursuivez, s'il vous plaît. Et veuillez vous abstenir de poser des questions sans pertinence ou des questions répétitives ou des questions qui demandent aux témoins d'émettre des présomptions subjectives. Très bien, Monsieur le Président. Je passe à un autre point de mon interrogatoire. Pendant toute la période où vous étiez dans ce milieu paysan, à Siem Reap,
et avant de rejoindre formellement la Révolution en 70, avez-vous assisté à des bombardements dans la région? Réponse. Immédiatement après le coup d'État, il n'y a pas eu de bombardement à la campagne. Mais lorsque la guerre a éclaté et s'est répandue, à ce moment-là, il y avait des bombardements aériens. Et bien sûr, ces bombardements allaient du province de Kampong Thom jusqu'à Siem Reap. En général, les bombardements ciblaient des ponts. Et Monsieur Nikan, dans votre travail de propagande et de sensibilisation de la population dans la région, dans le cadre des discussions que vous aviez avec la population, est-ce que ces bombardements ont joué un rôle dans la mobilisation pour rejoindre le front? Réponse. J'ai personnellement observé des bombardements, tuer des gens, détruire les biens des gens. Et cela a incité les masses à rejoindre le mouvement populaire. Au cours de votre déposition, vous avez indiqué qu'une partie de votre travail de propagande consistait à donner des conseils en matière d'agriculture, à parler de l'unité du pays, de l'autosuffisance et de l'amélioration des conditions de vie. Première question, de votre expérience, comment ce discours était-il reçu par la population? Réponse. Pourriez-vous répéter la question? Je n'ai pas très bien compris. Je vais simplifier, monsieur le témoin, je vous prie de m'excuser. Lors de votre déposition devant cette Chambre, vous avez indiqué que votre travail de propagande auprès de la population comportait plusieurs sujets. Vous avez indiqué d'une part qu'il y avait un travail sur les discussions sur la manière de produire et sur l'agriculture. Vous avez également indiqué que vous sensibilisiez sur l'unité du pays, l'autosuffisance et de façon générale l'amélioration des conditions de vie. Ma question est donc la suivante, ma première question. De votre expérience,
comment ce discours était reçu par la population à laquelle il s'adressait. Réponse. Tout d'abord, j'aimerais insister sur le fait que je n'ai pas parlé d'unité nationale. J'ai dit que nous devions maintenir l'autosuffisance. Deuxièmement, la propagande diffusée auprès de la population à cette époque visait à encourager les gens à planter du riz ainsi que des pommes de terre et d'autres cultures secondaires dans le but d'améliorer la production. Cependant, les rendements étaient insuffisants puisque nous avons expliqué aux gens qu'il fallait cultiver du riz et d'autres cultures pour se nourrir eux-mêmes, mais également pour nourrir les soldats sur les champs de bataille. Vous avez évoqué à plusieurs reprises, notamment en répondant aux questions d'un des avocats des parties civiles, que les rendements étaient insuffisants. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre la raison de ces mauvais rendements au niveau de la région que vous connaissez? Réponse. Les rendements n'étaient pas chiffrés. On se basait sur les récoltes, mais celles-ci n'étaient pas quantifiées. Ce que j'ai pu observer, c'est que la récolte ne suffisait pas à nourrir des gens à cet endroit-là. Ma question se voulait un petit peu plus précise. Je voulais savoir si c'était en raison de l'état des terres qui étaient cultivées ou en raison d'autres phénomènes. Réponse. Les mauvais rendements étaient bien sûr dus à la condition des terres. Certaines parties des zones arables étaient moins fertiles et d'autres terres arables manquaient d'eau. De plus, les gens ne connaissaient pas les techniques agricoles. Par exemple, les fermiers ne savaient pas comment rendre les sols plus fertiles, ni comment appliquer de l'engrais sur les champs. Par ailleurs,
devait être reparti. Ceci n'était pas équilibré. Il devait se nourrir et en même temps, il devait nourrir les militaires. C'est pour cela que j'ai dit que j'ai constaté que les récoltes ne suffisaient pas à nourrir les gens sur place. Est-ce que, dans ces conditions, il est correct de dire que la situation était d'autant plus difficile que nous étions en temps de guerre? Réponse. Je pourrais rajouter que ceci était en partie lié au fait que nous étions en temps de guerre, car nous devrions ravitailler les troupes. Je passe maintenant, monsieur le témoin, à un autre point. Vous avez indiqué que pendant la période de 70 à 75, vous étiez dans le maquis. Vous avez indiqué également que vous étiez amené à vous déplacer souvent pour des raisons de sécurité. Ma question est la suivante. En quoi ces déplacements fréquents permettaient d'assurer la sécurité? Réponse. Lorsque j'ai utilisé le mot sécurité, je l'ai utilisé de manière assez générale. À l'époque, lorsque l'on parlait de sécurité, on faisait référence aux bombardements aériens. Cela aussi faisait référence à la possibilité de la présence d'espions. Il fallait donc faire très attention et ne pas rester trop longtemps au même endroit. Sinon, on risquait de se trouver sous des bombardements. Et je pense que c'est à cela qu'on fait référence en parlant de sécurité. C'est éviter les bombardements ou éviter d'être espionné. Répondant à une question du coprocureur international, je ne sais plus si c'était hier ou avant, vous avez précisément évoqué les bombardements aériens. Et monsieur le coprocureur vous a fait remarquer qu'en 1973, il n'y avait plus de bombardements américains. Ma question est la suivante. Est-ce que vous savez si les troupes de Lon Nol avaient une aviation militaire? Réponse. Les adversaires dans cette lutte étaient les soldats de Lon Nol. Il n'y avait que deux parties, les soldats du front et les soldats de Lon Nol.
Lon Nol était appuyé par les Américains. Il devait donc y avoir des bombardiers. On a dû fournir à Lon Nol des bombes à être larguées. Mais je ne connais pas tous les détails, je ne sais pas à quelle unité ces bombardiers appartenaient. Je vous remercie. Je voudrais passer maintenant à une autre ligne de questionnement. Vous avez évoqué au cours de ces derniers jours les différents postes que vous avez occupés, d'abord pendant la Révolution, puis ensuite dans le cadre du Kampuchea démocratique. Si j'ai bien compris, vous avez d'abord été enseignant, puis chargé de propagande pendant plusieurs années, et enfin, vous avez travaillé au sein du ministère des Affaires étrangères au service du protocole. Est-ce que je résume bien ainsi les postes que vous avez occupés? Réponse. Je souhaite vous rappeler que j'ai obtenu mon diplôme au lycée et j'étais ensuite enseignant à l'école primaire, donc je n'étais pas un professeur conférencier. J'ai enseigné à de jeunes étudiants, à des enfants. Et je ne peux peut-être pas répondre à votre deuxième question car elle est longue, mais j'ai déjà exprimé clairement ma position et j'ai déjà expliqué plutôt les postes que j'ai occupés. J'étais donc en charge de la propagande. On avait besoin de mes services à l'époque. Normalement, un enseignant sait convaincre les gens. Et donc les gens écoutent un enseignant, un professeur. Et je suis resté tout ce temps, je suis resté responsable de propagande. Et ensuite, j'ai été rattaché au service du protocole. Je vous remercie de ces précisions, Monsieur Nikan. Est-il correct de dire qu'en dehors des postes que vous avez occupés, vous n'avez occupé aucun autre poste au sein du Kampuchea démocratique? Réponse. J'ai été nommé à l'unité de propagande et comme j'ai dit, mes services étaient essentiels. Ils avaient besoin, dans ce service, ils avaient besoin de gens qui pouvaient s'occuper de propagande. Ça ne veut pas dire que je m'occupais de propagande à l'échelle du pays. J'ai travaillé dans la section, dans le service qui avait besoin de moi. J'ai bien compris, Monsieur le témoin. Ma question, plus précisément, était de bien confirmer qu'en dehors de ce que vous nous avez décrit, vous n'avez occupé aucun autre poste au sein du Kampuchea démocratique. Réponse.
réponse est la même. J'ai occupé le même poste au sein du comité d'éducation. Et quand on m'a transféré au ministère des Affaires étrangères, j'ai occupé un nouveau poste au sein du service du protocole. Monsieur le Président, je vois qu'il est 3h moins 20. Je n'en ai plus pour très longtemps. Est-ce que vous m'autorisez à dépasser légèrement l'heure habituelle de la pause pour terminer cet interrogatoire? Le Président. Pouvez-vous nous dire, maître, de combien de temps vous avez besoin pour terminer votre interrogatoire? 5 minutes, Monsieur le Président. Le Président. Oui, allez-y donc. Veuillez terminer. Je vous remercie. Monsieur le témoin, la raison pour laquelle je vous ai fait confirmer les différents postes que vous avez occupés, c'était pour être sûr que vous n'avez jamais occupé de fonction au sein d'un service de communication au sein du Kampuchea démocratique. Est-ce que c'est correct de dire que vous n'avez jamais travaillé au sein d'un service de communication? Le Président. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je crois que cette question n'est pas très claire. Que veut dire la défense par un service de communication? Monsieur le témoin a dit qu'il a travaillé plusieurs années au sein de la propagande et d'éducation, ce qui comporte certainement un volet de communication, à mon avis. Donc, est-ce que cette question pourrait être reformulée ou reprécisée de manière à ce qu'on la comprenne davantage? Merci. Il n'y a pas de problème, Monsieur le Président, je vais repréciser. Monsieur le témoin, avez-vous jamais travaillé dans un service chargé d'envoyer des télégrammes? Réponse. À l'époque, différents secteurs communiquaient entre eux par télégramme, mais cela ne faisait pas partie de mes tâches. Moi, je communiquais avec les personnes intéressées par lettres. Et les lettres n'étaient écrites que lorsqu'elles étaient nécessaires. J'écrivais les lettres à la main, qui étaient par la suite dactylographiées. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec la version dactylographiée. C'était des personnes qui étaient expertes en dactylographie qui s'occupaient de cela. Il est donc correct, Monsieur le témoin, de dire que vous ne savez pas dans quelles conditions étaient envoyés ni reçus les télégrammes au bureau 870. Le Président. La parole est au procureur. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. Monsieur le Président, on passe d'une question assez générale sur les télégrammes qui pouvaient... On n'a pas très bien compris si c'était dans la zone ouest. En tout cas, la réponse qui a été donnée concernait, il me semble, la zone ouest. Peut-être concernait-elle aussi le ministère des Affaires étrangères. Je n'en suis pas sûr. Et on arrive à une question qui parle manifestement
qui fait référence à un télégramme dont on a parlé hier, qui a trait au ministère des Affaires étrangères et qui parle du bureau 870. Il me semble qu'entre ces deux questions, il y aurait probablement besoin d'avoir plusieurs questions intermédiaires pour arriver à cette question précise sur le bureau 870, ou en tout cas faire préciser au témoin de quelle période il s'agissait quand il a parlé de l'envoi de télégrammes entre les secteurs. Là, je pense que c'est bien la zone ouest. Donc, je suis un peu perdu dans ces questions, de savoir de quel moment on parle, etc. Merci, Monsieur le Président. Je vais préciser la question pour clarifier. Monsieur le témoin, est-ce que vous savez dans quelles conditions étaient envoyés les télégrammes lorsque vous travailliez dans la zone ouest? Réponse. D'après mes souvenirs, les personnes qui étaient autorisées à s'occuper des télégrammes, c'était au niveau de la zone et pas au niveau du secteur, ou même du district et encore moins la commune. Les lettres, on envoyait des lettres plutôt que des télégrammes, et c'est la zone qui s'occupait des télégrammes. Je comprends de votre réponse que vous ne saviez donc pas comment étaient envoyés les télégrammes. C'est bien ça? Réponse. En effet, c'est exact. Ce que j'ai dit le montre clairement. Les personnes au niveau inférieur envoyaient des lettres. Les lettres étaient envoyées à l'échelon directement au-dessus, etc. Et le dernier point, pour être précis, est-ce que vous saviez comment étaient envoyés les télégrammes lorsque vous travailliez au ministère des Affaires étrangères? Réponse. La question que vous me posez porte sur les endroits, enfin au point de vue géographique, et les communications au sein du ministère. En règle générale, l'on n'envoyait des télégrammes que si les gens étaient loin, physiquement. Et si l'on avait à communiquer à un endroit plus rapproché, on n'utilisait pas de télégramme. Et ma dernière question, pour être extrêmement claire et précise, est-ce que parmi vos attributions au sein du ministère des Affaires étrangères, l'envoi de télégrammes en faisait partie? Réponse. Non, je n'avais absolument rien à voir avec les télégrammes. Je vous remercie de vos réponses, monsieur le témoin. Je vous remercie également de votre patience. Et je n'ai plus d'autres questions, monsieur le Président. Le Président. Merci.
Madame la greffière. Pouvez-vous nous informer sur la présence de l'autre témoin? La greffière. Monsieur le Président. Le témoin TCW 583 est présent et attend d'être cité à comparaître, attend de comparaître plutôt, et le témoin a déjà informé qu'il n'a aucun lien de parenté ou par alliance avec les accusés ou les parties, et le témoin a aussi déjà prêté serment devant le génie au bâton de fer. Le Président. Merci, Madame la greffière. Merci, Monsieur le témoin, Monsieur Nikon. Votre présence ici est appréciée. Vous avez répondu à des questions pendant plusieurs jours. Voilà qui met fin à votre déposition devant la Chambre. La Chambre n'a plus de questions à vous poser. Vous êtes remercié. Vous pouvez donc retourner chez vous. Huissier d'audience, veuillez apporter votre soutien au témoin pour ces déplacements. Nous vous souhaitons bon voyage, Monsieur le témoin. La Chambre informe maintenant les parties qu'après la pause, la Chambre va commencer la déposition du témoin TCW 583. La parole sera donnée d'abord à l'accusation. La Chambre prend maintenant une pause de 20 minutes. Les débats reprendront à 15h10.